Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième épisode du podcast La science des sciences. Aujourd'hui, nous parlerons de la recherche en Asie. Notre premier invité, M. Yann Roche, est professeur titulaire en géographie à l'UQAM. Il est président de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand et responsable de l'axe stratégie et diplomatie de la chaire en études asiatiques et indo-pacifiques du Cérium. Il publiera dès l'an prochain un nouveau livre de vulgarisation sur la Chine intitulé « Les défis de Xi Jinping ». Et notre deuxième invité, M. Bernard Bernier, est professeur titulaire en anthropologie à l'Université de Montréal, aussi attaché au Centre d'études asiatiques de la même université. Il a écrit de nombreux livres et de nombreux écrits sur le Japon. Son plus fameux et son plus populaire étant « Le Japon au travail », paru en 2009. Je vous invite donc à notre discussion. Eh bien, bonjour tout le monde, re-bienvenue au podcast. Cette semaine, ça va être un podcast, je pense, excellent. Deux personnes que je connais un peu. Un que je connais beaucoup plus. Au bout, car je vais tout de suite le dire, M. Bernard Bernier a été mon directeur de maîtrise. Donc, on se connaît. Et on va discuter beaucoup de l'Asie, de la recherche en Asie aussi. Mais tout d'abord, je vais vous poser la simple question. Comment ça va? Comment votre vie de professeur va bien en ce moment? Ça va, c'est très bien. Oui, ça se passe très bien. C'est la rentrée qui se profile à l'horizon, donc c'est pas mal de travail. Puis en même temps, on essaye de faire de la recherche. Et en Asie, c'est toujours un peu plus compliqué, mais on va y revenir dans quelques instants. Oui. D'ordre original, d'expérience, on fait beaucoup de recherche l'été, parce qu'on doit partir pour un certain temps. On ne paye pas un billet d'avion, le prix qui sont rendus surtout, pour 2 semaines, d'ordre général. Quand est-ce vos derniers séjours en Asie? Le dernier, pour moi, personnellement, c'était il y a à peu près 3 semaines. C'était un voyage à Taïwan. Et donc, c'était une invitation de la part du ministère de Ministry of Foreign Affairs, des Affaires étrangères. Et puis, c'était extrêmement intéressant. On pourra en reparler un peu plus tard. Mais autrement, ça faisait quand même, depuis la sabbatique, il y a 2 ans, au Vietnam, qui est un peu le terrain sur lequel je vais depuis quelques années maintenant. Ah oui, on va en reparler Vietnam. Au Japon, est-ce que c'est... Moi, ça fait plus longtemps. C'est avant la COVID. Je ne suis pas retourné depuis la COVID. Pour toutes sortes de raisons, en fait. Une étant le prix des billets d'avion, étant donné que je n'ai plus de subvention de recherche. Et j'aurais pu y aller en 2021, j'avais l'argent pour y aller, mais le Japon était fermé. Donc... Ah oui, ça a été long, avant que le Japon se mette à réouvrir. Je sais que d'autres pays aussi, la Chine, c'était assez compliqué. La Chine, c'est toujours un peu plus compliqué, mais encore plus quand il y a une pandémie. Mais bon, c'est intéressant. Le dernier séjour au Vietnam, c'était pour quelle raison? C'était à l'invitation d'une collègue qui travaille à l'université de Nha Trang, dans le centre du Vietnam, pour travailler sur les effets du tourisme dans la région, ce qui est un des domaines sur lesquels je travaille un petit peu indirectement, puisque ma spécialité, c'est plus l'Asie du Sud-Est, puis plusieurs éléments, dont l'environnement, dont aussi le tourisme. Et donc, l'occasion d'enseigner un peu dans cette université, qui est sur une petite ville de la côte, qui commence à beaucoup, beaucoup changer, qui est d'une espèce de Floride en termes de grands immeubles sur le bord de la mer. C'est assez spectaculaire, la croissance de l'urbanisation dans beaucoup de parties, notamment du sud du Vietnam. C'est intéressant. Au Japon, c'est un peu différent vu la dénatalité. On construit beaucoup moins, du moins hors des villes. Les villes, on les construit encore beaucoup. Tokyo cesse de grandir. Cela dit, depuis quelques années, Tokyo aussi perd en population. Plus juste le pays, mais les grandes métropoles aussi. Oui. Tokyo, moins, mais Osaka, oui. Et d'ailleurs, il y avait une géographe française qui avait fait une recherche sur l'abandon des maisons en banlieue d'Osaka. Pour les personnes âgées qui reviennent au centre-ville, ce qui veut dire que les nouveaux développements d'il y a 20-25 ans, là,
les maisons sont abandonnées, ils ne peuvent pas vendre les maisons, et les services disparaissent. Parce que c'est les compagnies de chemin de fer qui avaient organisé ça. Donc, ils construisent des espèces de centres en banlieue éloignée, là, avec des cliniques, des écoles, des magasins et tout. Mais quand il y a plus quand la population diminue, tout sera ferme. Donc, il n'y a plus de services, et en particulier pour les vieux, les services médicaux. Donc, ils viennent, ils s'approchent finalement du centre-ville. Et donc, il y a deux géographes. Il y avait Sophie Munich et... merde, j'oublie son prénom pour le moment, mais Natacha Aveline, qui avait fait des recherches là-dessus, à Osaka. Tokyo, je pense que la population continue d'augmenter, d'après les dernières statistiques que j'ai vues, plus lentement qu'avant, mais c'est fou. Je veux dire, 37 millions d'habitants à peu près dans la conurbation de Tokyo, puis ça continue à grossir. Oui, c'est le Canada, essentiellement. Là. Oui. Une région dans le Kanto, qui est la région de Tokyo. Oui. Mais en parlant de géographie, je suis beaucoup plus habitué aux méthodes en anthropologie, on en parlera après, mais en géographie politique, qu'est-ce qu'on fait rendu? Quand on est au Vietnam, quand on va à Taïwan... C'est intéressant que vous posiez cette question-là par rapport aux anthropologues, sous l'angle des anthropologues, parce que j'ai eu l'occasion, depuis le temps que je travaille sur la région, de travailler beaucoup avec des anthropologues. Bon, Bernard, je le connais un peu moins que d'autres. Notamment, j'ai travaillé avec Jean Michaud dans les premiers temps où j'étais au Vietnam, où je suis rentré à l'UQAM, et on avait un projet ensemble, un projet CRSH, qui alliait géographie et anthropologie. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait des terrains ou des manières d'organiser le terrain qui étaient radicalement différentes, notamment sur une chose qui est fondamentale, c'est le temps, la durée du terrain. Je ne dis pas que les géographes font des terrains toujours plus courts, mais souvent quand même. On n'a pas la philosophie des anthropologues, puis je ne vais pas parler pour vous, mais de s'installer sur place dans une communauté pendant un nombre important de semaines où on commence à s'imprégner réellement. On le fait beaucoup plus d'une manière qui peut sembler, et puis je ne veux pas avoir l'air peut-être de dénigrer la géo, c'est pas du tout l'objectif par rapport à ça, mais ça peut sembler plus superficiel. On est plus des passagers de l'extérieur que de l'intérieur. Oui, ben des longs séjours au Japon, ça a été fait. En fait, j'aurais aimé en faire plus que ce que j'ai fait. Mais le plus long, c'était pour ma thèse de doctorat. Là. Et en fait, c'était 1 an au Japon, 10 mois et demi, 11 mois dans le village. Là. Mais c'est ça, je veux dire, tu vis avec les gens. Et pour les géographes, ça a l'air peut-être une perte de temps, parce que, ok, tu vas dans les bois chercher des pousses de bambou, et là, on t'amène voir les poissons, et évidemment, tu parles, mais c'est qu'il y a beaucoup de temps mort là-dedans. C'est-à-dire, tu vis avec les gens, mais la vie, il y a plein de temps mort dans la vie. Puis là, c'est un village, en fait, dont l'occupation principale, c'était la pêche, mais ils ne pêchaient plus. Il y en avait presque plus qui pêchaient. Ce qui veut dire que les gens avaient beaucoup de temps libre. Ils faisaient leur argent avec la coupe du bois, mais ça se faisait en peut-être 1 mois par année. Ce qui veut dire que le reste du temps, on parlait, s'assoyait avec du thé, et on parlait, ou on allait marcher, on allait visiter les ruines du château fort de Sasaki au XVIe siècle, ce genre de choses-là, et on m'expliquait des trucs. Je veux dire, mais puis là, on observe des rituels, parce que moi, c'est la religion populaire qui m'intéressait, mais donc, beaucoup d'observations. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'intéressait, c'était le sens des rituels, des symboles. Sauf que je leur demandais pourquoi vous faites tel geste. Bon, on a toujours fait ça. Ça, c'est le plus frustrant. Et de temps en temps, ils disaient, oui, ça veut dire tel truc. Mais la majorité des choses, non, on a toujours fait ça comme ça. Mais en tout cas, oui. Comme tu dis, on prend le temps ou du temps. J'ai fait ça dans d'autres contextes plus urbains, quand je faisais des trucs sur le travail, là. Mais là, c'est quand même plus dirigé. Ça ressemblait plus à ce que tu faisais. Parce que là, le sujet était délimité.
Mais je passais 6 mois à Kyoto à me promener d'usine en usine. Là, mais le problème, là, c'est les contacts. C'est-à-dire, pour visiter un endroit, il faut passer par un intermédiaire, et là, il faut qu'il fasse les démarches. Et là, toi, tu fais les démarches, et 3 semaines plus tard, tu peux passer une journée dans l'usine. Mais ça, j'avais trouvé ça un peu frustrant comparé au village. Ça amène d'ailleurs, c'est bien ce que dit Bernard, ce que tu sous-entends, je pense que tu parlais la langue. Oui. Ça fait partie des deux. Il y a 2 grands éléments dans le travail de terrain en Asie qui sont particulièrement importants et qui peuvent être frustrants. Oui. C'est la langue. Et parce que, évidemment, c'est pas comme d'aller en Amérique latine où beaucoup de gens ont au moins des bases en espagnol. Si vous arrivez au Japon et que vous avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Puis même encore, dans le cas du Vietnam, c'est un exemple très très marquant, c'est que beaucoup d'anthropologues avec qui j'ai travaillé, puis des géographes aussi, il faut quand même pas trop généraliser, ont appris la langue, ont appris le vietnamien. Le problème, c'est que quand on va dans la montagne, c'est même pas suffisant. Non. Puisque si on va dans des groupes minoritaires, le vietnamien, c'est la langue du groupe majoritaire, qui souvent est un peu oppresseur, et donc c'est même pas la langue qui est utile ou qui est pertinente pour discuter avec les gens du village. Donc ça fait en sorte que ça reste souvent une barrière très très importante pour beaucoup de gens sur le terrain. Et c'est un élément qui demande un investissement énorme en termes de temps et d'énergie pour apprendre la langue, pour devenir fonctionnel, et ça peut être extrêmement frustrant. Puis la deuxième chose, tu parlais d'avoir des contacts. Tu as eu la chance, je ne veux pas faire de comparaison, mais le Japon est quand même une démocratie. Oui, oui. Et donc, quand on va au Vietnam ou dans d'autres pays autoritaires, eh bien, avoir les autorisations, les permis, montrer patte blanche dans tous les sens du terme, avoir toujours un garde du corps, un garde de chiourme qui est derrière nous. Ça fait partie aussi des choses qui ont des impacts sur l'efficacité de la recherche et puis même la réalité, la manière de la mener à bien quand on peut. Oui, j'avais un étudiant qui avait fait son mémoire de maîtrise sur le Vietnam et évidemment, il ne parlait pas vietnamien. Donc, on lui avait assigné une traductrice qui le surveillait. Et là, il posait une question et la traductrice traduisait. Là, la personne parlait pendant 5 minutes. Et là, mon étudiant, qu'est-ce qu'il a dit? « Oh, c'est pas important. » Ça, c'est frustrant. Mais ce qui amène aussi, excuse-moi de t'interrompre un peu, il y a aussi, avec les traducteurs, il y a cette dimension-là qui est tout à fait évidente et puis qui peut être assez frustrante, mais des fois, il y a aussi les traducteurs et les traductrices peuvent avoir un effet de tampon culturel qui vont adoucir les effets de la question qu'on pose et les effets de la réponse qui vont jouer un petit peu. Alors des fois, on est totalement soumis à leur possibilité ou à leur intervention, c'est à leur bonne foi, mais d'un autre côté c'est parfois nécessaire. Puis je me souviens une fois au Vietnam, on avait eu l'occasion d'avoir un colloque avec des autorités et des chercheurs de différents pays occidentaux sur le tourisme et sur l'écotourisme. Et on avait des chercheurs donc, qui étaient là pour en quelque sorte valider les décisions des membres du parti qui étaient nos hôtes. Et donc, notre collègue vietnamienne, à qui on faisait tout à fait confiance, devait interpréter les questions des dirigeants du parti vis-à-vis des étrangers et ensuite les réponses des étrangers qui n'étaient pas toujours super diplomates pour faire en sorte de ne pas agacer. Et c'était un exercice visiblement, puis on la connaissait assez et puis on voyait à son visage comment elle souffrait parfois pour faire vraiment le grand écart culturel entre les positions des uns et des autres pour essayer de n'irriter personne. Donc c'est souvent un élément terrible. Parce que les gens pourraient avoir des ennuis s'ils répondent. Puis, en tout cas, cet étudiant-là m'avait mentionné qu'il y avait une personne qui n'était pas contente du parti et qui l'a mentionné, et ça, la traductrice n'était vraiment pas contente. Et elle avait mandat d'aller le dénoncer, en fait. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais elle est nommée, en fait, par les autorités pour surveiller que les gens ne disent pas des choses...
Mais une des choses, négatives. une des choses à ce sujet-là, justement, dans l'exemple que je mentionnais, c'était que on était dans une région pas loin de Nha Trang, d'ailleurs, justement, où les autorités du parti voulaient obtenir une sorte de validation par des chercheurs étrangers selon lesquels les installations des pêcheurs au bord de la mer nuisaient au développement touristique et que c'était une bonne chose de les éliminer, de s'arranger pour les exproprier et qu'on leur donnait comme, en quelque sorte, une validation formelle et officielle. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément besoin de ça, mais ils nous demandaient donc, qu'est-ce que vous en pensez, ces petits établissements de pêcheurs, là, ça nuit au tourisme. Et les réponses des gens, ça a été absolument pas. Et donc, là, il y avait la pauvre traductrice et collègues qui étaient en train d'expliquer que oui, effectivement, il y avait... On sentait, même si on ne comprenait pas tout ce qui se disait, qu'elle essayait désespérément de leur donner une réponse qui ne les énerverait pas trop, qui les satisferait un petit peu. Donc, c'est souvent... Ou autrement, quand on voyait des choses absolument abominables en termes de destruction du milieu, et ils appelaient ça d'écotourisme. Ils voulaient avoir une sorte, encore une fois, de validation, et puis que la réponse du collègue était... J'ai l'impression que le terme éco, des fois, est utilisé... Écologiquement. Oui, c'est ça. C'est carrément. Mais donc, oui, c'est souvent des discussions ou des... Puis il y a toute la dimension, encore une fois, interculturelle, y compris une chose, là je pense que c'est un peu la même chose pour le Japon, mais des fois l'interprétation de certains codes qui sont évidents chez nous, comme notamment une chose, c'est le sourire. C'est-à-dire que, bon, il y a certains sourires, donc on sent qu'ils sont faux, la personne se force à sourire, c'est une chose. Mais dans certains pays d'Asie, dans beaucoup de pays d'Asie, une personne peut sourire, mais ça ne veut absolument pas dire qu'elle est contente ou que c'est un bon signe. Et donc, il y a toute une série de codes comme ça qu'il faut apprendre et qu'on apprend des fois très rapidement, et notamment en passant du temps, ou bien qu'on va apprendre sur le long terme. J'ai moins senti ça au Japon qu'avec un de mes collègues ici qui venait de Taïwan et qui souriait tout le temps, même quand il était contrarié. Mais au Japon, j'ai moins vu ça. Je ne sais pas si toi... Même moi j'étais plus dans presque un village. Mais c'est une ville, 40 000 habitants quand même, mais c'est presque un village pour le standard japonais. Mais les gens étaient très authentiques, je trouve, là, dans leur manière de se présenter. Mais ils sont plus authentiques à la campagne qu'en ville. En ville, ils sont un peu je le vois avec les autres touristes. Ils ont le sourire, mais je comprends les deux bords. Je comprends la personne qui parle japonais et la personne qui parle anglais. Je sais qu'elle n'est pas si contente que ça dans l'interaction. C'est pénible, mais au Japon, il y a tout le temps ce service impeccable. Exactement, ça c'est incroyable. Mais Tokyo est spécial, même comparé à Osaka. Osaka est plus populaire, ça paraît dans la façon d'être, dans la façon de parler. Tokyo, c'est une ville de fonctionnaires, de grandes compagnies, de salariés, non? Et c'est un peu constipé, pour le dire. Les salariés qui sont les hommes les employés des grandes entreprises. Oui, c'est ça. Et c'est eux qui définissent la culture urbaine. Il y a Asakusa, puis il y a les gens qui fabriquent des tatamis et tout, qui sont pas comme ça. Moi, ça fait longtemps, mais j'habitais à Edogawa-ku, et qui est presque à Chiba. C'était très populaire comme quartier, pas du tout comme le centre-ville, et ça demeure sans aucun doute. Mais ce qui définit Tokyo, c'est cette espèce de culture des élites, celle qui a été définie dans Meiji à partir de celle des samouraïs, la retenue, la discipline, blablabla. Mais, en fait, une des choses que je veux mentionner à l'UQAM à l'automne, c'est quand je suis arrivé dans le village en 67, je veux dire, on m'avait appris justement la politesse, les niveaux de langage. Tu arrives là, c'est des gens qui ont une 6e année, qui ont un langage informel et que les gens de Tokyo considéreraient impoli. Et les femmes comme les hommes, il n'y a pas de langage de femmes. C'est vraiment le même langage informel pour tout le monde. Et très grivois, ce qui n'est pas le cas de la majorité de la population de Tokyo, en tout cas en public. Et peut-être que chez eux, ils le sont. Mais là, c'était dans des banquets où les gens buvaient et où il y avait les farces les plus grivoises que j'ai entendues.
même si j'ai vécu 10 ans à la campagne au Québec et dans la cabane à sucre, c'était pas drôle. Là, c'était pire. Mais ça a changé, le Japon, depuis les années 60. Oui. Ceux qui ont été récemment, ce qu'ils ont vu, c'est pas la même chose. Mais c'est ça que je vais mentionner. Mais c'est ça, c'est que mon directeur de thèse, en blague, disait les Japonais sont devenus beaucoup plus japonais avec le temps. En fait, c'est il y a eu une uniformisation beaucoup plus grande qu'avant. Et ça, c'est le système d'éducation. Quand tu as 95% ou 96% des gens qui finissent le secondaire et que le système d'éducation est contrôlé pour transmettre des usages et des croyances particulières, bien évidemment que ça laisse des traces. Moi, les gens que je connaissais, certains avaient fait la guerre, ils avaient une 4e ou une 6e année. Hein. C'était le niveau d'éducation moyen des gens plus âgés. Les plus jeunes, eux, terminaient le secondaire, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient allés travailler à Osaka ou à Nagoya. Ça fait longtemps que les gens vont en ville. Oui, depuis les années 50. Oui, ben c'est un peu la même chose ici au Québec. Là, les campagnes, ça ne va pas si bien ça en termes de population. On quitte pour les métiers, finalement. Il y a moins de vieilles maisons en vente comme au Japon, par contre. Ah oui. À $1. Ça, il en faudrait peut-être un peu plus ici. Les maisons à vendre. Là. Oui, c'est ça. Bon, au Japon, c'est pas un problème. Oui. C'est l'immigré qui est un problème. On devrait se mettre ensemble et acheter une maison. Mais à propos du Japon et puis de son impact culturel sur la région, c'est assez intéressant parce qu'on parlait de la dimension politique tout à l'heure. C'est que quand on travaille sur l'Asie, on voit qu'il y a quand même encore de plus en plus, quand les pays veulent se moderniser, ce qui est le cas notamment du Vietnam, on se tourne beaucoup vers l'Occident, vers le modèle occidental dans ce qu'il a de plus caricatural à bien des niveaux, notamment les États-Unis et puis et l'Europe de l'Ouest. Et ce qui est parce que le cas de la Chine est un peu particulier, il y a à la fois une influence très grande et une certaine, j'allais dire peut-être méfiance, mais une relation qui est un peu délicate. Mais le Japon, c'est différent. C'est à la fois l'Asie et l'Occident dans l'esprit de beaucoup de gens. Mais en même temps, et c'est là où c'est intéressant du point de vue politique, c'est qu'il y a quand même, tu parlais tout à l'heure des gens qui avaient fait la guerre, et il y a quand même encore un héritage de l'empreinte japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qui est présent et qu'on a souvent tendance dans les relations politiques dans l'Indo-Pacifique à oublier nous autres en Occident. C'est-à-dire, on se dit, bon, il y a la Chine d'un côté, il y a nos alliés, les Japonais, les Coréens, les Taïwanais, etc. Et donc, nous avons, entre eux, là, c'est notre groupe d'alliés. Et ça ne pourrait pas être plus faux, dans le sens qu'ils ont un héritage historique très, très lourd, qui notamment, entre les Chinois et les Japonais, les Coréens, même les Taïwanais et les Japonais. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un passif historique qui reste très, très présent, notamment pour les anciennes générations, peut-être pas tant pour les jeunes. Et donc, quand on parle de l'Indo-Pacifique et le rôle avec l'Occident, de toute manière, c'est comme quand on parle de l'Europe comme un bloc monolithique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération quand on travaille sur la région. Il ne faut pas tout mélanger, pour résumer. Oui, ben en fait, les gouvernements de Corée du Sud et de Chine jouent là-dessus aussi. C'est-à-dire, mais il y a eu des atrocités. Donc, le Japon les nie. Et tant que le Japon les nie, évidemment, ça encourage ces pays-là à insister sur le fait que ça existe et on voudrait que vous vous excusiez. Hein. Et à part des excuses personnelles de l'ancien premier ministre Murayama, dans les années 90, et de l'ancien empereur Heisei, qui lui l'avait fait. Et probablement, le plus jeune a fait des vagues excuses aussi. Hein. Donc, la famille impériale, en fait, est beaucoup plus ouverte à ça que les politiciens conservateurs qui veulent protéger l'image du Japon pour les jeunes. Ça ressemble un peu à DeSantis en Floride. Là. On ne peut pas parler de l'esclavage parce que les jeunes vont détester leur pays. Là. Surtout, il faut se remettre dans le contexte. La guerre, ce n'est pas 39-45 là-bas. Non, début des années 30, le début des expansionnistes japonais. C'est l'invasion de Mandchourie. La guerre de 15 ans, on l'appelle. Hein? Ça n'a jamais arrêté. Donc, c'est une beaucoup plus grande guerre en Asie. Jugonen Senso, c'est ça en japonais, donc la guerre de 15 ans.
Et bon, eux aussi ont été excessivement assez sauvages là, dans leur manière de faire la guerre. Je me demandais, est-ce que c'est un bon terme à utiliser? Dans ce cas-ci, oui. Un peu comme les Allemands avaient fait, là. Oui. Ben, c'est parce que c'était des inférieurs. Et un peu comme les Allemands ne voyaient pas nécessairement les gens en Angleterre et en France comme des inférieurs, mais les Slaves, oui. Les Russes, c'était des inférieurs. Et ici, on parlait des Juifs là, et des Roms et des Gitans et tout. Mais au Japon, on considérait tout le reste de l'Asie comme des inférieurs. Donc, des gens qu'il fallait aller éduquer, donc leur montrer comment être de bons Japonais, en fait. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs parce que, en Europe, il y a eu quand même, depuis les années 60, un effort de réconciliation qui a été fait vis-à-vis de l'Allemagne et du rôle qu'il avait, et puis les générations qui sont nées après les années 60-70, pour eux, c'est vraiment totalement du passé. Oui. Je ne suis pas sûr qu'en Asie, ce soit vu de la même manière. Et c'est d'ailleurs étonnant parce que quand on parlait du Vietnam, la perception qu'on peut avoir quand on discute avec des Vietnamiens vis-à-vis de l'empreinte coloniale, de la guerre d'Indochine et puis du rôle que la France y a joué, c'était souvent assez ambigu, c'était assez surprenant. Ça veut pas, je dirais pas, quand je dis ambigu, ça ne veut pas dire qu'il y en avait qui avaient le moindre regret de cette époque-là, mais l'animosité qu'on pouvait imaginer qui serait présente chez beaucoup de Vietnamiens n'était pas tant présente. Et je me souviens d'un ami qui m'avait dit un jour, de toute façon, la guerre, on l'a gagnée. Donc, mais ça fait une différence. Alors, ce qui était intéressant, parce que la guerre d'Indochine, elle a été gagnée, mais la guerre du Vietnam, c'était pas vraiment... Et puis, on a souvent tendance à l'oublier, autant les Américains l'ont toujours... Enfin, maintenant, ils ont fini par la digérer un petit peu, et encore, mais c'était pas une défaite comme le cas des Français. Il n'y a pas eu un Dien Bien Phu américain, même si ils ont été obligés quand même de partir, mais ils sont pas partis suite à une défaite formelle sur le terrain. Et c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié, mais qu'on retrouve. Et donc, c'est ça ce qui m'a toujours beaucoup impressionné, et notamment dans le Sud, mais même dans le Nord également. Le Sud était allié des Américains pendant la guerre du Vietnam. Puis, l'idée était qu'ils n'avaient pas d'animosité. Pourtant, il y a eu des horreurs abominables, les fameux villages de My Lai, dont on a du mal encore maintenant à réaliser l'ampleur de l'abomination qui a été... D'ailleurs, parce que le principal responsable de ce massacre-là est mort il y a très peu de temps. Mais il avait été condamné à la prison. Sans jamais avoir été condamné. Ou du moins, il a été un petit peu condamné à un moment donné, puis ça avait été ensuite annulé, sa condamnation. En tout cas, ça pour dire que on ressentait très peu une animosité chez les Vietnamiens vis-à-vis des Américains. Et même chez les Vietnamiens du Nord, qui eux avaient beaucoup plus souffert, donc, comme je disais, et maintenant de voir dans le sud du Vietnam apparaître, et dans le Nord aussi, des McDo, des jeunes habillés comme des jeunes occidentaux avec des gilets de la NBA, de la NFL. Et c'est quelque chose, on se demande souvent, c'est qui a finalement gagné la guerre, parce que autant les Vietnamiens avaient développé une fierté de les avoir gagnés ces conflits, autant maintenant on peut se demander si économiquement il n'y a pas eu comme une espèce de retour de bâton. Et parce que ça entraînait d'ailleurs une position à l'intérieur de l'Asie, notamment du Sud-Est, qui était assez particulière. Il y avait une relation entre les Vietnamiens et les autres pays de la région qui était née de ces victoires contre les Français, contre les Américains, et que donc il y avait une assez bonne opinion de leurs possibilités, et donc avec en plus un régime qui ne tolère pas la moindre contestation. Et ça ne change pas. Et malheureusement, on parle souvent de possibilités, et on a pu voir ce qui se passe, j'ai l'air de sauter du coq à l'âne, mais ce qui vient de se passer au Bangladesh il n'y a pas longtemps, beaucoup de gens pouvaient se dire que les manifestations avaient peu de chances d'avoir du succès vu comment le régime était profondément ancré, en place. Et puis finalement, ça a donné quand même quelque chose. Le Vietnam, moi, j'en vois pas personnellement le bout. Je vois pas le Vietnam accéder à une démocratie dans un avenir proche.
Tu parlais tout à l'heure de l'Allemagne et des pays européens, mais l'Allemagne a admis assez rapidement, c'est-à-dire les dirigeants qui sont sortis de la guerre, là, ont rejeté ce qui s'était passé, puis le nazisme et tout. Au Japon, c'est beaucoup plus ambigu. Hein? Puis là, Nippon Kaigi, là, eux, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que d'abord, le Japon était obligé de faire la guerre parce que c'est les Américains qui les avaient provoqués. Mais Nippon Kaigi, c'est quel groupe? Ça, c'est... En fait, c'est une association d'extrême droite de dirigeants. À peu près tous les membres du Parti libéral-démocrate en font partie. Donc, c'est au pouvoir en ce moment. Et oui, et tous ceux qui se présentent maintenant, sauf Kono, peut-être n'est pas dedans, parce qu'il est un peu plus à gauche, là. Abe participait à leurs activités tout le temps. Et leur idée, c'est d'éliminer ce qu'on appelle le système des procès de Tokyo, c'est-à-dire donc la responsabilité du Japon dans la guerre. Et l'idée, c'est qu'ils n'avaient pas le choix de faire la guerre puisqu'ils étaient coincés par les Américains. Et donc, ça, c'est un peu bizarre pour l'invasion de Mandchourie, hein, parce que les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Et c'est là que les problèmes commencent. Hein. C'est à ce moment-là que les Américains deviennent beaucoup plus négatifs face au Japon et qui demandent le retour à la situation avant septembre 31 et tout, là. Mais ils n'ont pris aucune mesure jusqu'à l'occupation d'Haiphong. Bon, ils ont pris des petites mesures avant, mais c'est l'occupation d'Haiphong qui a été le gros truc, là. Ça, c'est déjà en 1941, ça. Et là, les Américains ont mis un embargo sur toutes sortes de machins, puis ont gelé les avoirs japonais et tout. Mais, je veux dire, moi, je suis pas un grand admirateur des États-Unis à aucune époque, là. Mais dans ce cas-là, c'est pas les Américains. Et ça, le Nippon Kaigi ne veut pas reconnaître ça. Et il ne veut pas reconnaître qu'il y a eu des massacres en Chine, dont Nankin. Et les femmes de réconfort, ça n'a pas existé. Et c'est ça qui est le problème. Nankin avec la Chine, les femmes de réconfort avec la Corée. C'est-à-dire, tant qu'ils n'auront pas admis ça, puis les espèces de politiciens du PLD, je vois mal comment ils pourraient le faire, étant donné qu'ils sont de plus en plus à l'extrême droite. Ben là, Koizumi, il a l'air moderne, là, celui qui probablement va devenir le nouveau premier ministre. Il a 37 ans, il a l'air plutôt décontracté comparé aux autres, mais son père était d'extrême droite. Pas autant qu'Abe. Abe, c'est vraiment l'extrême extrême, là. Mais, en fait, les relations en Asie seraient bien meilleures si le Japon acceptait la responsabilité. Oui. Mais en même temps, ce qui est assez intéressant avec les Japonais et puis leur positionnement, c'est qu'ils ont quand même un peu le gros bout du bâton en tant que, du point de vue politique, en tant que porte d'entrée par rapport aux Américains et à leur politique et à leur économie également. Donc ça fait en sorte qu'ils sentent qu'ils ont un appui inconditionnel de la part de Washington maintenant, notamment dans le... Et c'est pas seulement Washington, par rapport à toute la nouvelle orientation qui concerne la Chine. Oui, le Japon est devenu un pivot stratégique totalement incontournable. Et donc, quels que soient les positionnements politiques qui peuvent être douteux, ils savent qu'on ne peut pas s'en passer, pour dire les choses directement. Puis donc, ça fait en sorte que c'est... je pense que plusieurs jouent là-dessus, sur cette possibilité de... Mais la Corée est importante aussi par rapport à la Corée du Nord et à la Chine. Et je pense que la Corée va prendre plus de place à partir de maintenant. D'abord, l'économie coréenne va mieux que l'économie japonaise. Et ils ont développé toutes sortes de secteurs dans lesquels les Japonais aimeraient bien être présents. Samsung avec les composantes électroniques et tout, là. Évidemment, Taïwan, ça c'est autre chose. Là. Eux, ils sont encore mieux placés. Ben, ils étaient mieux placés. Mais là, si Xi Jinping décide d'envahir... on pourra en parler. Parce oui, c'est ça. Mais en tout cas, le Japon, bizarrement, on parle toujours des nouvelles technologies au Japon, mais dans beaucoup de domaines, ils ne sont pas très avancés. Et en fait, il faisait venir des étudiants de Polytechnique pour développer
l'Internet dans les années 90. C'est-à-dire quand même, ils avaient tous les moyens de le faire, mais ils n'étaient pas bons là-dedans. Et ils sont encore en retard dans l'utilisation. Bon, sur ça, on utilise beaucoup de papier. On est encore en retard dans l'utilisation des technologies informatiques et tout. On produit de la technologie, mais on ne l'utilise pas nécessairement. Non, c'est ça. Pour produire la technologie. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est quand même vraiment intéressant. Maintenant, je sais qu'il y a aussi une spécialité sur le sport. Et que je veux en parler, parce qu'on ressort des Jeux olympiques. Mais ça fait quand même plusieurs Jeux qu'il y a eu en Asie. Oui. Donc, on voit des pays qui veulent les Jeux, qui veulent s'imposer. Bon, il y a évidemment toujours l'Europe, l'Amérique du Nord, prochain Los Angeles pour l'été. Mais la Chine, entre autres, s'est beaucoup intéressée à la question olympique. Ils les ont eu plusieurs fois récemment. Il faudra s'attendre sûrement à ce qu'ils veuillent les réavoir. Beaucoup de gens pourraient peut-être se poser la question, pourquoi investir autant d'argent? Le prestige. Est-ce que c'est vraiment si important que ça? C'est une excellente question. Puis, déjà, il y a deux dimensions. Il y a la dimension purement économique, puisqu'on parle d'investissement. La dimension économique, elle est importante et on peut pas la nier. Puis, il y a différentes manières de le faire. Bon, maintenant, on a souvent tendance à le voir à travers des investissements énormes, et c'est souvent comme ça que c'est vu de manière plus moderne. Mais ça demande de toute manière à ce moment-là un investissement qui est à l'échelle, puisque ce sont des villes qui sont candidates, mais à l'échelle du pays en tant que tel, et donc une volonté politique très très forte. Donc il y a une dimension politique qui est beaucoup plus forte en fait que l'investissement économique qui lui-même peut être considéré comme deux au mieux. Mais il y a aussi une chose, c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de la concurrence à l'échelle asiatique. La Chine n'avait jamais digéré le fait que c'était le Japon qui avait été le premier pays asiatique à organiser les Jeux Olympiques, qui a été le premier pays asiatique avec la Corée à organiser la Coupe du Monde de soccer. Et donc, en n'oubliant pas quand même que ça a été quand même extraordinaire quand on revient sur la concurrence Japon-Corée qu'ils organisaient tous les deux ensemble. C'était quand même assez extraordinaire. Mais donc, et pour revenir sur les Jeux de Paris, moi j'ai suivi avec grand intérêt le positionnement dans le tableau des médailles du Japon et de la Corée l'un par rapport à l'autre. Parce qu'au début c'était intéressant et c'est à peu près au même niveau que le Japon a vraiment pris les devants de manière importante et a failli s'approcher pas mal de la Chine. Et je me disais, ça doit être assez intéressant là-bas sur place. Et une des choses assez particulières, on va revenir à la question, mais une petite anecdote, c'est que il y a eu un match de badminton masculin, je pense, où le match pour la médaille d'or a été remporté par Taïwan devant la Chine. Ah oui. Je vous laisse imaginer que ça peut avoir été interprété comme plus qu'un match de badminton. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le décompte final, on a souvent tendance, le CIO ne le recommande pas, mais on a tendance à compter le total de médailles, c'est ce que fait Radio-Canada, ou le total de médailles d'or en premier lieu. Total de médailles, les États-Unis sont inapprochables, au moins pour un certain temps, même s'ils ont déjà été battus par les Soviétiques dans le temps. Mais là, en ce qui concerne le nombre de médailles d'or, la Chine était à une médaille de dépasser les États-Unis, et ça s'est joué le dernier jour par un match entre la France et les États-Unis, un match qui s'est joué à 1 point, qui aurait pu tourner. Mais je reviens à mon histoire de mon match Taïwan-Chine. Imaginez-vous donc une défaite par des Taïwanais les prive de battre les Américains au total des médailles d'or. Donc ça peut être considéré. Je suis sûr qu'il y a des gens à Taïwan qui vont pas du tout considérer que c'était une bonne chose, et d'autres qui au contraire vont être très très heureux. Et donc pour revenir encore à cette histoire-là, c'est vraiment une histoire de diplomatie sportive. Et à ce titre-là, on sous-estime beaucoup le rôle ou l'importance que ça peut avoir pour des pays comme la Corée notamment. Parce que j'ai des amis vietnamiens qui se lamentaient sur les réseaux sociaux que le Vietnam avait 0 médaille. Je voyais l'ASEAN, les pays d'Asie du Sud-Est, qui calculait les médailles de l'ensemble de la région. Taïwan, Philippines, Singapour ensemble. Et puis, donc, cette idée de pourquoi est-ce qu'on organise les Jeux ? Parce que
regardez ce qui s'est passé à Paris. Tout le monde a regardé la France pendant 2 semaines. Oui. Et en plus, comme ça s'est quand même assez bien passé, il y a eu un impact et il risque d'y avoir un impact en termes de relativement positif, peut-être pas forcément pour longtemps, sur au moins l'aspect touristique à Paris. Oui. Mais donc, les investissements que ça représente et les retombées sont non monnayées ou non économiques, mais sont totalement importante, surtout dans ce contexte qui est maintenant de plus en plus associé aux réseaux sociaux, où on va prendre des choses, des éléments de ce qui s'est passé pendant les Jeux, et puis en faire, les monter en épingle dans un sens ou dans l'autre, et puis surfer là-dessus. Et je suis sûr qu'à Beijing, on n'a pas beaucoup parlé ici de notre côté, mais je suis sûr qu'à Beijing notamment, puis ça aurait été le cas si les Russes avaient participé, ils ont fait exprès d'essayer de diminuer, j'ai le terme anglais dans les downplay, la manière dont les Jeux ont eu un impact, parce que ça aurait été une manière de le récupérer éventuellement. On a vu ce qui s'est passé avec Sochi. Et d'ailleurs, ça peut amener à un moment donné à l'avenir, à ce que des pays, disons, autoritaires, soient très intéressés à les organiser. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour 2036, il y a un pays qui a levé la main et qui semble très intéressé, c'est l'Inde. Oui, j'ai vu ça, oui. L'Inde, c'est particulier, parce que quand on regarde les médailles, pour le nombre de population, on s'attendrait à ce qu'il y en ait plus. C'est affreux en termes de... Mais leur sport, c'est le cricket qui va être à Los Angeles, je pense. Hein? Je pense que ça va être... mais ils sont vraiment excellents là-dedans. Pakistan aussi, là, il y a toujours des rivalités avec en plus l'Angleterre. Je me dis, s'ils se mettent à investir comme la Chine a investi, ils vont avoir beaucoup de médailles. Là. Oui, mais ils ont un bout de chemin à faire. Oui, il faut avoir les infrastructures, il faut entraîner des athlètes de la jeune Puis il faut avoir l'argent pour le faire. La Chine l'a eu, l'Inde va l'avoir à un moment donné. Mais c'est bien malheureux de le dire, mais ces satanés gouvernements autoritaires peuvent être efficaces dans certains domaines parce qu'ils peuvent éliminer toute résistance, toute contestation et dire, moi je mets mon argent là, vous crevez de faim, c'est pas grave, c'est important d'avoir ça pour le prestige du pays. Hein. Et le Japon a fait ça, Meiji, hein, je veux dire, c'était pas mal comme ça. Hein. Et on l'a connu avec les Soviétiques. Oui, c'est ça. Oui, puis l'Allemagne de l'Est. Et qui était dans le 2e ou 3e dans les médailles, hein, à l'époque. Mais ils étaient tous boostés aux stéroïdes. Mais moi, j'étais au Japon en 66, juste après les Olympiques de 64, là. Puis c'était encore d'actualité. D'autant plus que pour les Olympiques, on avait construit les premières autoroutes et le Shinkansen. Et donc, évidemment, Shinkansen, c'était Tokyo, Osaka, Kyoto, là, en passant par Nagoya. C'était juste ça. C'est le train rapide, très efficace au Japon. Oui, c'est ça. Et il était efficace à l'époque. Ce qui n'était pas efficace à l'époque, quand je suis allé, moi, c'était les transports en commun à Tokyo. C'était efficace du point de vue de l'horaire, du point de vue du fait que ça passait souvent. Mais 3 lignes de métro pour à peu près 20 millions de personnes... Les trains de surface, qui sont toujours les mêmes, Yamanote Sen et tout. Bon, j'ai jamais vu des trains bondés autant que cette année-là. Et on venait de construire la 3e ligne pour les Olympiques, Hibiya-sen, de métro. Et maintenant, on est rendu à quoi, 15-16? Maintenant, c'est incompréhensible, là. Un plan de métro de Tokyo. Oui, c'est compliqué. C'est un peu comme celui de Paris, là. Je veux dire, c'est... mais la différence, c'est que c'est la même compagnie qui fait c'est la RATP. Oui, RATP, oui, mais pas au Japon. Au Japon, à Tokyo, il y a plusieurs compagnies. Oui, mais il y a d'abord la compagnie municipale, il y a les trains, la compagnie JNR, en tout cas, maintenant ça a été divisé, mais pour les trains, et tu as des lignes privées de métro et des lignes privées de train. C'est compliqué comme tout. Mais tu te déplaces facilement. Oui, c'est... Ah oui, tout le temps. Maintenant, avec Google Maps, pour ceux qui voyagent, ça fait tout pour. Parce qu'avant... C'est toujours 2-3 options. Ben oui. Puis avant, des fois, dans certaines lignes de métro, il y avait juste du japonais. Et là, les gens étaient évidemment perdus s'ils ne pouvaient pas lire. Pour les Olympiques de 2020, qui ont eu lieu en 2021, il y avait beaucoup anglicisé pour les touristes, finalement.
il y a eu une pandémie, mais Oui, pour ça. les gens qui y vont maintenant, c'est plus facile Oui, de se c'est repérer. ça, ouais. Les Japonais ne parlent pas vraiment plus anglais. Non, hein, c'est C'est pour vraiment... ça que je suis très content de parler japonais quand je vais là. Ben oui. Mais c'est compliqué sinon Oui. sans la langue. Il y en a qui parlent anglais, mais dans les universités, mais Oui. dans la rue, il y en a qui veulent des fois te parler anglais, puis tu comprends pas la moitié de ce qu'ils disent. Hein. Il faut apprendre le japonais avant de parler l'anglais japonais. Oui, c'est ça. oui, oui, oui. Ce qui permet, oui, de comprendre. Ouais. Mais enfin, l'avantage probablement de l'Asie en général, une bonne partie de l'Asie, mais surtout du Japon, c'est la sécurité. C'est-à-dire l'absence de crimes violents, ou en tout cas, il y a un faible, il y a très peu de crimes violents. Il y a de la corruption comme ailleurs, il y a des détournements de fonds et de la fraude. Hein. Ça, au Japon, il y en a toujours eu et il y en a encore maintenant. Non, oui, mais les statistiques sont incroyables pour tout ce qui est vol, par exemple, et tout. C'est proche du zéro. Oui, je sais. Et puis les meurtres, il y en a. Je veux dire, c'est un 30e de ce qu'il y a aux États-Unis. Ça, c'est pas un exemple. Bon, se comparer au... Oui, mais c'est quand même le quart ou le 5e du Canada qui n'est pas un pays particulièrement violent. Hein. Oui, si on se compare au Japon, on a du travail à faire. Si on se compare aux Américains, oui, mais on est bien, on est bien. Oui, mais comparé à l'Europe, on est un peu plus bas. Hein, donc, mais le Japon, c'est quand même extraordinaire. Hein, et tu perds ton porte-monnaie, et puis ils te le renvoient. Ils essayent d'avoir de l'adresse, puis ils te le renvoient dans une petite boîte, là. Ça arrive, hein. Moi, j'avais oublié mon appareil photo, puis je partais, puis quelqu'un m'a couru après pour me le redonner. Hein. Marc, ici, j'ai déjà vu ça pour des sacs à main. Oui. Aux États-Unis, je ne suis pas sûr si je le verrais beaucoup. Une des choses à propos du Japon, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de touristes sont vraiment très très impressionnés quand ils débarquent au Japon, et notamment à Tokyo, c'est que malgré la taille de l'agglomération, malgré le nombre de personnes, vous avez quand même une civilité qui est d'ensemble. Alors on peut revenir sur les raisons de cette civilité, mais en même temps elle est réelle et rend les choses plus faciles considérant la densité de population qui est là. Et je me souviens qu'il y a une des choses, moi ça m'avait énormément marqué, et plusieurs autres personnes avec qui j'en parlais avaient tous eu cette même réaction, en n'étant pas des spécialistes du Japon, mais vraiment en arrivant. Puis notamment, vous le savez, il y a à l'heure de pointe, dans le métro de Tokyo, vous avez des voitures réservées aux femmes pour éviter qu'elles se fassent harceler. Oui, et parce donc qu'elles se faisaient harceler. Ouais. En fait, ça, c'est un truc qu'on mentionne moins. C'est-à-dire, c'est le harcèlement face aux femmes qui n'est pas dénoncé. Ou s'il est dénoncé, la police n'en tient pas compte. Hein. Et donc, il y aurait un peu plus de criminalité de ce type-là. Pas nécessairement des viols, là, mais se faire pincer les fesses dans le métro, là, ça, je veux dire, les femmes se plaignaient beaucoup. C'est pour ça qu'on a fait le premier wagon. Quand on est rendu à devoir faire des wagons réservés pour les femmes, je pense. C'est ce qu'il y a un problème. C'est qu'à la base, il y avait une demande et qu'il y avait un problème. Oui, mais il y a un problème de relation homme-femme au Japon, et pas en Corée, ça a l'air d'être pire pour le moment, là. C'est-à-dire le harcèlement au milieu de travail, là, tu t'habilles mal, là, tu as pris du poids, tes cheveux sont mal peignés, ce genre de trucs, là, c'est encore le cas au Japon. Et les hommes se donnent le droit de faire ce genre de choses-là. Beaucoup moins qu'avant, mais ils le font encore. Et il n'y a pas, d'après ce que j'ai pas, il n'y a pas de mouvement masculiniste comme tel au Japon. Il y en a un en Corée. Et le problème, c'est parce qu'en fait, je veux dire, les femmes ne veulent pas se marier parce qu'ils trouvent les hommes imbuvables. Hein. Et donc, et les hommes accusent évidemment les féministes, le féminisme et tout. Et le taux de natalité 0,72, le taux de fécondité. Je veux dire, l'Italie est arrivée à 1 à un moment donné, et puis on trouvait ça vraiment bas. À Taïwan est à 1, et la Chine n'est pas loin de 1. Hein? Oui, mais justement, ça, sans vouloir nullement diminuer l'impact de ce que tu mentionnes, et puis le relativiser, il y a quand même une chose que les démographes
mentionne régulièrement, c'est que la natalité, elle est associée beaucoup aussi au développement économique. Oui. Et donc, il y a effectivement des fois des comportements hommes-femmes qui tendent à effectivement en rajouter, mais c'est un phénomène qui est pratiquement, je vais le dire, organique. Plus un pays a un niveau de vie qui s'élève, et puis sa natalité immédiatement descend de manière... Oui. Ça, c'est vrai, mais pas à 0,72. C'est-à-dire, on dirait peut-être 1,40, là. La transition démographique, là. Donc, c'est pas un taux de remplacement. Mais au Japon, tu vois, c'est autour de 1,40. Il y a des problèmes hommes-femmes, mais pas du tout comme en Corée, ou même à Taïwan, ça commence, d'après une chercheuse qui est venue ici nous en parler. Là. Et d'ailleurs, Taïwan, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il commence, comme le Japon, à regarder du côté de l'immigration. Ils avaient une immigration quasiment zéro. Mais en même temps, puis je reviens à ce que je disais, c'est que si vous allez chercher du côté de l'immigration, l'idée du remplacement de la population qui n'est plus effectuée par les couples, c'est une chose, mais dans le même temps, les gens d'origine immigrante vont, au bout d'un moment, adopter le même niveau de vie, avoir le même niveau de vie, et aussi adopter les mêmes comportements. Et donc, c'est une solution qui sera que transitoire, parce que, notamment une chose, c'est qu'à partir du moment où le développement économique fait que et le développement aussi de l'éducation fait que les femmes ont l'opportunité de faire un choix. Elles ne sont pas obligées de vouloir avoir des enfants. Et puis donc, à partir de ce moment-là, pour qu'il y en ait, le taux de remplacement soit effectué, mais il faut qu'il y en ait un certain nombre, qu'il y en ait plus de 2, pour être capable d'en arriver à 3, 4, 5. C'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup au Japon. C'est ça. Puis en fait, il y a une autre raison, c'est le coût de l'éducation. Avec toute cette idée de l'éducation est essentielle pour réussir, là. Et ça coûte cher, les juku et tout, là. Si tu veux que tes enfants aient ton dai, il faut que tu payes des écoles complémentaires, beaucoup qui peuvent préparer pour ces examens-là. Même en Occident, je veux dire, on n'en parle pas souvent, mais ça coûte très très cher d'avoir des enfants. Et puis donc, c'est pas juste ça peut être des choix personnels de différents ordres. Puis maintenant, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est toute l'éco-anxiété, l'idée de ne pas vouloir avoir des enfants dans un monde qui est assez menaçant, mais il y a aussi toute cette dimension de ne pas avoir forcément les moyens d'élever des enfants parce que ça coûte cher. Et si tu veux envoyer tes enfants à l'école privée, ici, ça coûte cher. Moi, j'ai eu 3 enfants, mais ils sont allés à l'école publique. Je veux dire, je n'aurais pas eu les moyens de les envoyer les 3 dans les écoles. Mais le Québec, malgré, on peut en débattre là, entre nous, mais comparé au reste de l'Amérique du Nord, on a quand même le coût le moins élevé pour l'éducation. Oui. Moins élevé mais si on se compare à l'Europe, là, on est plus cher. Oui, mais le logement coûte beaucoup moins cher. Malgré l'augmentation. Malgré l'augmentation, malgré tous les problèmes qu'on a, le coût, même comparé à Toronto... Non, mais Toronto, ça a augmenté. C'est ça, même Ottawa. Ottawa, c'est cher. Mais Gatineau, c'est mieux. Oui, c'est ça. Mais, en fait, c'est un phénomène complexe. Je veux dire, je ne veux pas dire que c'est juste parce que les femmes trouvent les hommes imbuvables que c'était le taux... pardon. Mais c'est quand même un des facteurs qui joue. Et l'autre problème, c'est l'organisation du travail qui, quand les femmes veulent travailler, les empêche en bonne partie d'avoir des enfants. Dire, si tu commences à travailler, tu as de l'ancienneté, puis si tu prends un congé de maternité, l'emploi que tu avais avant, tu ne peux pas le revoir. Puis en plus de ça, si tu as des garderies qui ferment à 3 heures l'après-midi, avec les heures de travail au Japon, t'es foutu. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, la majorité... Présentement, il y a un taux d'occupation des femmes, taux de participation au marché du travail qui est plus élevé que celui des États-Unis, mais c'est 53% des femmes qui travaillent à temps partiel. C'est-à-dire, donc, aux États-Unis, c'est beaucoup moins. Mais il y a plus de femmes qui travaillent au Japon en proportion.
Mais l'organisation du travail, comme je disais avant que tu arrives, moi, je pourrais leur réorganiser le travail de façon beaucoup plus efficace, ayant fait beaucoup de recherches là-dessus. Mais c'est pas pour demain, parce que je pense que le système de travail n'est pas seulement organisé pour la production, il est organisé pour le contrôle. Et ça se voit il faut remonter à l'origine du système qui est dans les années 50, qui était là manifestement pour le contrôle. Mais, bon, vous avez été dans les usines. Oui. Est-ce que vous avez été dans les grandes entreprises du type Toyota, Nissan? Ou... J'ai Nissan, je suis allé, Fuji Denki, Matsushita, Omblon qui fabriquait les machines pour lire les billets dans le temps, là, dans le métro. Je ne sais pas maintenant, je pense que c'est toujours eux qui sont là, Tateishi Denki. Fuji Denki, j'ai mentionné. Une autre, Shimizu, qui fabriquait du matériel médical, là, des tables à rayons X, des machines de laboratoire là, pour lire les tests d'urine, de sang, etc. Mais j'ai vu des petites usines aussi. Et je ne sais pas en quelle année, je pense en 86. J'étais allé dans une usine qui avait l'air de sortir directement de 1900. C'est-à-dire, elle était en tôle, alors qu'au Japon, il n'y en a presque plus. Et c'était des planchers en terre battue. Mais c'était une usine coopérative, parce que le propriétaire voulait s'en débarrasser, puis c'est les ouvriers qui l'ont acheté à prix bas. Et il la faisait marcher. Mais c'était un équipement qui datait juste de l'après-guerre, hein, c'est clair. Mais la plupart des usines au Japon ne sont pas du tout comme ça. J'en ai visité d'autres petites, dont à Kanazawa, entre autres, j'en ai visité 2. Elles n'étaient pas très automatisées, parce que moi, c'était ça mon problème, là, ma question. Mais elles étaient vraiment... ça, c'était des petites usines efficaces. Là. Donc, l'autre, c'était un peu une survivance. Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Sûrement. Probablement. Il y a beaucoup de changements dans les entreprises. Oui. Et l'organisation. Puis il y a eu beaucoup de faillites de petites entreprises pendant la crise. Là. Vraiment beaucoup. Dans les années 90. Les années 95, quand ça commence, en gros jusqu'à 2012, mais surtout 95 à 2003. Carl, on est proche du 1 heure, hein, maintenant? Ouais. Très bien, on va peut-être bientôt conclure. Je voulais vous demander pour la conclusion, dans ce que vous faites, dans vos recherches et tout, dans votre discipline, qu'est-ce que vous attendez dans les prochaines années comme choses à surveiller ou choses des livres que vous êtes en train d'écrire ou quoi que ce soit? Vas-y, Bernard. Moi, je viens d'en finir un qui a été publié, pas tout seul, là, mais je l'ai édité avec une autre personne. J'ai fait l'introduction puis 2 chapitres. Ça portait le vieux sujet, c'est-à-dire l'État, la domination et la résistance. Et donc, j'ai fait un article sur le Japon et j'ai repris mes notes de mon premier travail de terrain en 1964 chez les Autochtones. Et j'ai appliqué la théorie de James Scott de la résistance. En fait, très rapidement, j'étais dans la première... J'ai fait du travail de terrain dans 2 communautés. Et la première, j'habitais chez le chef. Et le chef, il se plaignait des Blancs tout le temps. Et donc, et dès qu'il arrivait chez les Blancs, il était grand sourire, il faisait des danses indiennes et tout. C'est vraiment le hidden transcript, en tout cas. Et présentement, avec 2 autres profs ici, on fait un livre... On trouve que l'idée de soft power, c'est flou, là. C'est qu'on a décidé de faire quelque chose là-dessus, en essayant de préciser le concept, et on l'applique à 3 endroits différents, c'est-à-dire le Japon, le Maroc et l'Italie. Et donc, on est là-dedans. Là. On pense le finir peut-être en décembre, mais on verra. Et c'est le soft power pas seulement à l'extérieur, mais c'est aussi comment ça fonctionne à l'intérieur pour convaincre les gens. Et pour le Japon, c'est intéressant avec toute l'idée de l'homogénéité de la culture. Et donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus.
Oui, c'est vrai, le hard power, on sait tous c'est quoi, là. Ouais, c'est assez violent et oui. direct. Soft power, ça, on rentre dans du culturel, on rentre dans du flou. Ça. Donc. Oui. Puis l'idée au départ de Nye, c'était comment les États-Unis influencent le reste du monde, hein? C'est-à-dire à travers Disney et le Coca-Cola et ces machins-là. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des trucs à préciser là-dedans. Et ça s'approche beaucoup aussi de l'hégémonie de Gramsci et le pouvoir symbolique aussi. Hein? Et donc, on essaye de clarifier ces concepts-là. Oui, c'est pas mal moins, comment dire, développé que ce que Bernard vient de présenter. Moi, on est actuellement en train de travailler avec une collègue d'histoire à l'UQAM. On travaille sur un livre de valorisation, de vulgarisation sur la Chine. Ah oui. C'était une demande des PUC qui voulaient un livre là-dessus. Et puis donc, on a divisé en différents chapitres pour essayer, parce qu'il y a énormément de choses qui ont déjà été écrites sur la Chine, mais essayer d'en faire quelque chose qui soit le plus vulgarisé possible, sans être trop simplifié, ce qui est un défi assez important, parce qu'on parle beaucoup de la Chine, il y a énormément de choses à en dire, puis on essaye de faire en sorte que... d'aborder les éléments fondamentaux de manière assez accessible pour tout le monde. En plus, comme c'est une collègue qui parle très bien le chinois et qui le lit, on a aussi accès à des sources chinoises qui nous permettent d'aller au-delà de la perception, alors à la fois que nous, on peut en avoir du point de vue personnel, ou du moins du point de vue occidental, mais aussi de la manière, on revient au soft power, dont la Chine aime se présenter elle-même à travers ses médias anglophones. C'est souvent très intéressant. Vous avez CGTN, vous avez Xinhua, vous avez Global Times, qui nous présentent la version chinoise des faits, et c'est extrêmement intéressant. J'aime énormément aller la lire. Je suis un peu sarcastique, mais pas tant, parce que ça me permet de savoir exactement comment la Chine présente et aime se présenter. Et voit les différents éléments. Une des choses, on parlait des États-Unis tout à l'heure, dès qu'il y a un événement, un fait divers aux États-Unis, eh bien, ça va être présent dans ces médias de manière... Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est même pas des mensonges. C'est pas de la... Il peut y avoir des créations, on pourrait revenir sur certains éléments, mais ils vont reprendre des choses qui sont des réalités. Et puis, c'est souvent un élément qui est assez intéressant quand on travaille sur l'aspect géopolitique, c'est que même des régimes avec lesquels on peut être en désaccord, plusieurs des éléments de leur discours, pris séparément, c'est difficile de nier ce qu'ils disent. L'usage qu'en est fait, c'est une autre affaire. Mais, et donc, c'est ça, la question soft power est extrêmement intéressante. Puis pour revenir un peu à la question d'origine, avant de parler des projets, c'est vraiment, on sait, tout le monde le dit, le 21e siècle sera celui de l'Asie, de la région Indo-Pacifique, le Canada, le Québec ont leur politique à ce niveau-là. Et on va voir comment est-ce que ça se répercute, à la fois donc économiquement, diplomatiquement, dans différents domaines, et quel rôle on va jouer, quels seront les échanges qu'on aura avec cette région dans le futur, avec toujours la fameuse question de la barrière que représente la langue, parce que sinon, si on n'est pas, j'allais dire fluent, si on parle pas la langue locale, notamment le japonais ou d'autres, eh bien, on va être obligé d'interagir en anglais. Ce qui est un peu ironique, on pourrait revenir, cette question du soft power est toujours présente. Oui. Mais pour la Chine, moi, j'ai une position un peu différente la plupart des gens. Parce que je suis assez négatif face aux États-Unis. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, et je n'ai jamais compris pourquoi, ontologiquement, les États-Unis devraient dominer le monde. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison en tant que telle pour laquelle ce pays-là devrait tenter d'imposer sa culture d'abord, et tout le reste partout, là, sa puissance et tout. Et le seul pays qui résiste un peu, c'est la Chine, en fait. Hein. Bon, il y a la Russie, mais la Russie, à mon avis, ne fait pas le poids, là. Mais la Chine, oui. Évidemment, moi, je veux dire, j'aime pas Xi Jinping, j'aime pas la direction que la politique chinoise prend. J'aimerais bien qu'il y ait un autre dirigeant. J'aimerais bien que ce soit un peu comme avant Xi Jinping, si on veut. Et ou avant Tiananmen peut-être. mais il n'y a pas de raison pour laquelle la Chine ne devrait pas être puissante en tant que telle, là. C'est juste parce que c'est une dictature. Rodolphe a écrit un article dans Le Devoir où il voit juste les États-Unis comme
leader des pays démocratiques qui, pour contrer les pays autocratiques. Là. Mais évidemment, si Trump l'emporte, et ça, il le note, on ne sera pas dans la même... je veux dire, Trump, il est dans cette lignée-là. Hein. Les institutions américaines vont peut-être limiter ce qu'ils peuvent faire, mais avec leur truc de... c'est quoi, le plan 2025? Je veux dire, ce qu'ils veulent... Et ce que Trump a dit, c'est avoir une dictature au moins pendant un certain temps. C'est-à-dire, c'est pas une dictature qui va être aussi dure qu'ailleurs, mais je veux dire, il veut emprisonner ses opposants, il veut mettre, 250 000 fonctionnaires à pied. Je veux dire, c'est vraiment un plan bizarre. Hein. Mais ça, on est au moment de conclure normalement, parce que sinon, si on a encore une heure, on pourrait en parler. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un débat, je trouve très intéressant ce que tu viens de dire, Bernard, comme toujours, mais là, notamment, en partant du fait que tu parlais du fait que tu n'es pas un fan des États-Unis, ce qui est tout à fait compréhensible et tu ne vas pas trouver d'opposition de ma part à ce niveau-là. Par contre, justement, c'est l'argumentaire, et je reviens à ce que je disais, sur lesquels s'appuie la Chine. Oui. Et notamment quand tu disais, le fait que la Chine, tu parlais, il n'y a pas de raison que la Chine ne soit pas puissante, c'est pas la même chose qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la Chine qui prenne la place des États-Unis. Oui, oui. Et moi, je dis souvent, et j'en parle avec mes étudiants quand je fais des présentations à la fois sur les États-Unis, on a une approche historique qui est assez, disons, dénuée de complaisance, je pense. Et en même temps, il y en a un autre sur la Chine. Et on disait, mes étudiants, des fois, viennent me voir en disant « Ah oui, mais je préfère quand même la Chine ou je préfère les États-Unis. » Mais la question n'est même pas là. La question, c'est quand même de voir la réalité des deux grandes puissances. Mais en même temps, est-ce qu'on serait mieux, et sans revenir et contester quoi que ce soit vis-à-vis de ce que tu viens de dire des États-Unis, il y aurait tellement de choses à dire, mais le fait, et puis en plus, nous, on vit au Québec tout près, on n'a pas le vernis que peuvent avoir les gens en Europe et la possibilité d'avoir le miroir déformant qui leur donne une idée bonifiée de soft power qu'ils aiment présenter. Nous, on voit beaucoup plus la réalité telle qu'elle est. Mais est-ce qu'on serait mieux avec un monde dirigé par les Chinois? Je suis pas sûr. Non. Et c'est là où je veux en venir. Et puis c'est ça qui est intéressant parce que et dans l'article de Rodolphe, ce que tu mentionnais, je l'ai lu aussi, et ce que j'aimais quand même de son article, c'est qu'il était dépourvu de complaisance vis-à-vis des Américains et de ce qu'il faisait depuis très longtemps, y compris une chose qu'on oublie souvent. Tout à l'heure, tu parlais du début du XXe siècle et puis de la relation avec les Chinois et les Japonais, pardon. Mais l'extension de l'empire colonial américain, donc souvent on oublie de dire qu'ils ont un empire colonial. Oui, ils l'ont encore. Et qu'ils l'ont encore. Et que, tu sais, ils sont souvent les anticolonialistes et qui ont appuyé. Moi, je me souviens au Vietnam, j'avais appris avec le temps qu'ils avaient refusé d'aider Ho Chi Minh à se débarrasser des Français, tout en étant anticolonialistes, parce que les Français étaient leurs alliés. Mais ils n'arrêtaient pas de préciser à quel point eux étaient contre le colonialisme. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait au Vietnam après? C'est ça. Mais en plus, le plus drôle, c'est qu'ils l'étaient déjà. De toute manière, les Philippins, on pourrait en parler, Guam, et Porto Rico, etc. Cuba. Mais avec la fameuse session de Guantanamo. Mais l'idée, c'est ça, c'est que il y a le discours qu'on nous vend, qui continue à nous vendre. Et ce qui est assez intéressant, tout à l'heure, tu parlais de l'éducation. On pourra en parler des heures, là. Mais tout à l'heure, tu parlais de l'éducation. Les Américains ne développent pas beaucoup leur cursus historique. Non. Et il est souvent très partiel. Oui. Et autrement, il est beaucoup appuyé sur Hollywood et sur des visions sur lesquelles Hollywood serait comme une espèce de version cinématographique de livres d'histoire. Oui. Mais sauf que c'est des livres d'histoire plus que douteux en termes de vérité historique. Oui, ben surtout la conquête de l'Ouest. que beaucoup de gens aux États-Unis, évidemment, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, mais beaucoup de gens aux États-Unis prennent pour du cash. Oui.
pour eux, vous regardez Alamo par John Wayne, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est l'histoire de l'indépendance du Texas. Vous regardez Le jour le plus long, c'est exactement l'histoire du débarquement de Normandie, et ainsi de suite. Tu parlais de l'Ouest, moi j'ai grandi en regardant les westerns américains. Inutile de vous dire que par la suite, j'ai eu des grosses surprises. Bon, et dans mon temps, c'était les mauvais Indiens, tout le temps. Geronimo, moi j'ai vu des films sur tous ces gens-là, là. Puis Sitting Bull et tout, là. Avec le bémol de films comme Danse avec les loups ou bien Little Big Man. Mais ça moi j'avais déjà 60 ans. Non, 50 ans. C'est jeune, 60. Mais donc c'est ça, c'est qu'il y a cette dimension de l'histoire et de la manière donc d'amener tout un pays, et c'est ça qui est assez intéressant pour les États-Unis. C'est quand même le 4e ou le 5e pays le plus peuplé du monde, je pense, quelque part par là. Peut-être même le 3e. Peut-être même le 3e. Mais là-dedans, alors qu'ils ont les moyens les plus extraordinaires de communication et d'information, c'est là qu'on va voir le plus de gens qui ont aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Y compris dans l'élite académique. Et vous avez sans doute, toi, tu as rencontré sans doute des gens qui te parleront de voyager un peu partout, et que finalement, le un peu partout, ça s'avère être le Texas, l'État de Washington ou la Floride. Et donc, ou autrement, avoir une méconnaissance hallucinante. Et quand tu leur dis que tu es allé en vacances à Cuba, ils te disent quoi, il y a des gens qui vont en vacances à Cuba. Tu leur as dit que tu aurais été en vacances au Mordor. Et donc des gens cultivés, là, c'est pas les magas de base. Et donc tu dis waouh, il y a cet élément-là qui est dangereux, et ça revient peut-être un petit peu à l'élément fondamental de l'importance de l'éducation chez nous, aux États-Unis ou ailleurs un peu partout dans le monde. Parce que les gens, ne sachant pas ce qui se passe, sont faciles à manipuler. Mais c'est peut-être un peu différent quand j'étais étudiant, mais encore là, j'étais étudiant, j'ai étudié sur le Japon, donc les gens avec qui j'étais, c'est des gens qui étaient allés en Asie et tout, en Chine, même en Chine à l'époque, et sous Mao. Et donc, eux, ils savaient ce qui se passait ailleurs. Puis ils s'intéressaient à l'Europe aussi, même s'ils travaillaient comme mon directeur de thèse sur le Japon. Mais je veux dire, avec des politiques comme celle de DeSantis, c'est-à-dire où tu veux éliminer des trucs de l'histoire parce que supposément ça va traumatiser les jeunes, là. Ce que tu ne peux pas dire que les Noirs ont été en esclavage, parce que les pauvres petits Blancs, ils vont se sentir mal dans leur peau. Hein. C'est-à-dire, avec ce genre de mentalité-là, comment peux-tu être au courant des faits, des événements qui sont en train de se passer, pas seulement aux États-Unis, mais encore plus ailleurs. Hein. Et c'est tellement tourné sur eux-mêmes, hein, les États-Unis. La Chine est peut-être un peu comme ça aussi. Hein, et moi, je vois souvent beaucoup de parallèles. Et un des trucs qui m'a frappé par rapport à la Chine, parce que j'ai eu plusieurs amis chinois, c'est le matérialisme de la Chine. C'est-à-dire, c'est la glorification de la richesse, qui est vraiment semblable aux États-Unis aussi. Hein. Mais en ce qui concerne, justement, tu parlais de Xi Jinping et puis de son rôle et disons de ses prédécesseurs, à part Deng Xiaoping, il y a rarement eu, et encore même lui, on l'a beaucoup idéalisé, ils ont rarement connu la démocratie. Ils n'ont pas connu la démocratie et ils ne savent pas, de la même manière que les Russes, avant, ils avaient le régime des tsars, et puis ensuite ils ont eu les bolcheviks. Puis ensuite ils ont eu Yeltsin, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Donc c'est même le même cheminement. Ils ont du mal à imaginer ce que ça peut être une démocratie. Puis ça me rappelle, peut-être en conclusion aussi, avec l'expérience qu'on a pu avoir en travaillant sur l'Asie. Moi, j'ai eu l'occasion un jour d'avoir un étudiant vietnamien qui était venu ici dans une soutenance de thèse, et on lui demandait, imaginez que le Vietnam n'ait pas été communiste, qu'est-ce qui se serait passé dans ce village-là et dans cette communauté-là? Et il a figé complètement, comme un frappeur sur une rapide à l'extérieur. Là. Il était complètement... Il n'avait aucune idée de ce dont on pouvait parler, parce qu'il avait été drillé, excusez-moi l'expression, il avait été éduqué dans un système autoritaire
où il n'y avait aucun espoir de voir le régime tomber. Et donc, ils ne pouvaient pas comprendre de quoi je parlais. Et je pense qu'une partie importante, et les fameuses théocraties, kleptocraties dont parlait Rodolphe dans son... Il y a une partie importante de la population humaine qui ne sait pas ce que c'est vraiment la démocratie. Et même si tu arrivais et tu leur en parlais, les mots, c'est une chose, mais par rapport à leur contexte et leur réalité, ils auront énormément de mal à l'intégrer. Et on ne s'en rend pas suffisamment compte ici, même si il y a beaucoup de choses à redire sur nos démocraties. Mais on a une chance par rapport à beaucoup de parties du monde que l'on ne réalise pas. On a, entre autres, regarde ce qu'on dit là. Il y a beaucoup d'endroits où il y aurait déjà quelqu'un qui ferait pour nous. Monopoly. Aller en prison, ne passez pas par la case départ. Ne recevez pas de sang. Mais je veux dire, ça, il faut vraiment l'admettre. On a bien beau avoir les espèces d'imbéciles du Journal de Montréal qui parlent des woke quand on parle de certains trucs, mais on a le droit de le dire quand même. De dire... Oui, puis eux aussi ont le droit de dire ça. Ça va dans les deux sens. Exactement, c'est ça. On est tous contents ou... On n'est pas contents. On est tous pas contents. On est tous pas contents, mais au moins on a le droit de ne pas le like. Sur ça, je pense qu'on va conclure l'enregistrement sur cette belle montée sur la démocratie. Et je dis à tout le monde, merci d'avoir écouté l'épisode et on se revoit dans 2 semaines pour l'épisode suivant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.